Alors, deuxième dossier. Donc là, ça va pour le nerf. Donc il nous faut une chronologie, il nous faut une systématisation. On a dit que c'était tronculaire. Après, on a un mécanisme. Donc on a un diagnostic, etc. 62 ans, un homme qui vient pour les troubles de la marche et de l'équilibre depuis 2 mois. L'aggravation progressive. Donc ça, c'est hyper important. Premièrement, marche-équilibre, ok. Mais surtout, progressif sur 2 mois. Donc on élimine le vasculaire, on élimine tout ça. Il y a aussi des douleurs des pieds à titre de brûlure et de crampes dans les mollets. Il a maigri de 5 kg en 6 mois, il fume et il boit. En termes de systématisation, là, vous pouvez dire quoi? Central, périphérique. Alors, périphérique, pourquoi? Ah bah, si vous me dites pourquoi. Hein. C'est pas faux, hein. Il faut me dire pourquoi. Brûlure, crampe. Pourquoi pas? Ça fait plus périphérique. Attention, trouble de la marche et l'équilibre, c'est pas forcément périphérique. Hein. Trouble de l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça s'appelle comment un trouble de l'équilibre? Une ataxie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ataxie? Cérébelleux, proprioceptive, vestibulaire. Comment on fait la différence? Un seul examen clinique, le Romberg. Ça, le Romberg, c'est magnifique pour ça. Et il est comment le Romberg? Dans le cervelet, il est... Ouais. Comme quoi, c'est bien qu'on en parle. Hein. Donc, oui, mais c'est quoi le Romberg en soi? Qu'est-ce qui est le plus important dans le Romberg? Ouais, c'est fermer les yeux. Donc, un Romberg cérébelleux, il ne chute pas la fermeture des yeux. Le Romberg est négatif. Ce n'est pas aggravé. D'où l'élargissement du polygone de sustentation de base. Et la danse des tendons. La danse des tendons, ce n'est qu'un Romberg finalement. Puisque, hop, les équilibres. Ouais. Vous le mimerez mieux que moi. Proprioceptif. Aggravé, mais non latéralisé. Vestibulaire. Aggravé, latéralisé. Voilà. Vous faites un examen, vous mettez un patient debout, vous faites fermer les yeux, vous localisez votre atteinte. Donc là, on ne peut pas trop savoir. Pourquoi? Parce que si jamais on dit il a un Romberg positif non latéralisé, on va dire qu'il est proprioceptif. Est-ce que ça c'est forcément périphérique? Non, pourquoi? Pas vraiment là. Voilà. Les cordons postérieurs, les voies méniscales. Très bien. À l'examen clinique, on constate une démarche irrégulière et des embardées, une station debout instable. Bon, c'est quoi? Cérébelleux, très bien. L'objet de se lever anormalement, non, de lever anormalement les membres inférieurs, flexion de la cuisse, pour éviter que la pointe des pieds accroche le sol. Un stépage. Ça, c'est plutôt une atteinte périphérique. Ok. On a une force musculaire diminuée au niveau des hanches antéro-externes, façon symétrique. Est-ce que ça vous va ou pas? Oui, c'est quoi l'antéro-externe? C'est... Alors, c'est pas le bon terme. Donc, effectivement, quand on se rapproche, c'est de la flexion, flexion dorsale. L'extension du pied, c'est vers le bas. Mais bon, il s'appelle pas flexion du pied, il s'appelle releveur. Oui, mais c'est pas le bon. C'est jambier antérieur, tibia antérieur, le muscle. Ok. Nerf fibulaire L5. Et ça step. Toc, le pied tombe. Mollet et la jointure externe sont un peu atrophiques et les réflexes achilléens abolis. Ah bon, on confirme bien qu'on est dans une ambiance périphérique. Est-ce que ça explique les embardés? Est-ce que ça explique la station debout instable, la démarche irrégulière? Moi, j'ai envie de dire qu'il est les deux. Hein. Moi, comme ça, je me dis, tiens, il est quand même cérébelleux. Hein. Sinon, on l'aurait dit autrement. Attention, station debout instable d'emblée, c'est pas proprioceptif. Elle est comment la marche proprioceptive? On la décrit comment? Non. Qui a dit fauchage? Fauchage, c'est central. C'est une atteinte pyramidale. C'est donc... Elle est talonnante. Voilà. Très bien. Il y a une dépilation en chaussette, une hypoesthésie aux 3 modalités des 2 pieds qui remonte et qui est symétrique. On reste dans du périphérique et on est plutôt dans une ambiance de... Donc la première question qu'on a dit
on n'a pas dit, mais une des questions qu'on se pose dans les neuropathies périphériques. Comment? Oui, mais j'ai entendu autre chose. Bon, j'ai entendu IRM, donc ça m'allait pas trop. Voilà. Est-ce que c'est longueur dépendant ou pas? Première question. Et là, plutôt longueur dépendante, plutôt pour une neuropathie. Très bien. Et parce que les causes sont limitées et on les retrouve. Épreuve douanée est normale par contre. D'accord? Talon genou, les yeux ouverts, le patient n'arrive pas à atteindre directement le genou et ne peut pas suivre la crête tibiale sans oscillation latérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ataxie, oui. Oui, des deux. Mais bon. Donc il a un talon genou anormal, oui, mais c'est quoi l'information principale dans ce texte? Voilà, c'est que c'est les yeux ouverts. Donc, c'est plutôt un problème de la proprioception ou du cervelet? Du cervelet. Ok. Ça c'est important. Faites attention d'ailleurs à regarder où regarde votre patient, parce que moi j'ai déjà vu, enfin ça me fait sourire, mais quand on l'examine, je veux dire des externes examinés talon genou, c'est des patients qui ont les yeux ouverts certes, mais qui ne regardent pas du tout leurs pieds. Bon, le but des yeux fermés, c'est pas d'avoir les paupières closes, hein, c'est de ne pas regarder son mouvement. Donc quand ils ont les yeux ouverts, il faut juste regarder s'ils regardent ou pas, sinon ça vient. Ok. Quel diagnostic? On a dit cérébelleux, oui. Vestibulaire? Non, on n'a pas d'éléments. Pyramidal? On nous a rien dit de spécial. Neurogène périphérique? Oui. Et parkinsonien? Non plus. Ok. Alors ça on en a parlé, donc le syndrome cérébelleux, on dit statique et cinétique. Statique c'est plutôt... Comment? Oui, c'est plutôt un ténufermis d'ailleurs, c'est vrai, oui, très bien. Mais cliniquement? Donc dans des tendons... Ah, plein de mots comme ça. Marche pseudo-ébrieuse. Ok. Élargissement du polygone de sustentation. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Modification de la voix. On appelle ça une dysarthrie. Elle est comment une dysarthrie cérébelleuse? Elle est plutôt... Ouais. Scandée. Une voix scandée. Ok. Et on a aussi... anystagmus. Voilà. Et c'est donc sur le cinétique, ataxie, on l'a vu, douane talon genou, qui n'est pas majoré par la fermeture des yeux. C'est tout. Et l'autre chose, neurogène périphérique, on peut avoir soit un déficit moteur, mais surtout un déficit sensitif, une abolition des réflexes, une amyotrophie, tout ce qui est un petit peu végétatif, une dépilation ou une tricose parfois même, de la sueur sinon, des manifestations vaso-actives, des pieds très froids, tout bleus, on peut avoir des choses comme ça. Voilà. Si l'ataxie, alors, si la fermeture des yeux aggrave l'ataxie, quel diagnostic? Voilà, ça on l'a dit, plutôt cérébelleux, oui, proprioceptive, oui, et vestibulaire. Le patient présente des arguments pour une ataxie cérébelleuse et proprioceptive. Bon, ça il nous apprend rien, hein, on l'avait vu tout seul. Hein. Quelle étiologie on suspecte? Le tabagisme chronique? Non. Un éthylisme chronique? Oui. Pour lequel? Pour les deux. Très bien. Un syndrome paranéoplasique? Ouais. Pour lequel? Plutôt. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Oui. Non, mais parce qu'il est à l'état général, parce qu'il est alcotabagique, tout ça. Mais quand on parle de paranéoplasique en neurologie, souvent, on a envie d'associer une clinique, une tumeur, éventuellement, et ce qui fait le lien, un anticorps. Avec souvent un pattern assez caractéristique. Quand on a une neuropathie périphérique paranéoplasique, c'est fréquemment la clinique, on l'a dit, neuropathie périphérique, subaiguë, l'anticorps anti-HU et le cancer, poumon, petite cellule. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir de sang cérébelleux paranéoplasique? Ouais, il faut dire oui, parce que quand paranéoplasique, il faut toujours dire oui. Hein. Puis après, on discute. On a la clinique, c'est le syndrome cérébelleux, subaigu encore, l'anticorps. Ah, c'est pas le même, justement. Plutôt YO,
Et la tumeur, plutôt ovaire, grosso modo. Okay, donc là, les deux ensemble, non, mais un des deux, en tout cas, oui. D'accord? Un sevrage brutal en alcool. Non. Et une carence en vitamines. Oui. Pour lequel? Pour les deux aussi. Et tabagisme chronique, ça dépend si elle l'a mis pour le paranéo, mais bon, non, c'est bon. Parce qu'ils ont dit tabagisme qui donne le cancer, qui... Bon. Donc, voilà, on est d'accord. Vous constatez que l'ataxie proprioceptive est secondaire à une neuropathie. Parce qu'on avait dit, attention au cordon postérieur. Pour avancer, quels sont les 3 examens réalisés? Est-ce qu'on fait un EMG? Bah ouais. Qu'est-ce qu'on verra? J'ai entendu, oui. Bon, des traces plutôt disto. Ça, c'est que la détection. En stimulodétection, on aura une atteinte axonale. Donc, une baisse des amplitudes, plutôt distale et plutôt longueur dépendante. Des bons médians, des tout petits fibulaires. Paf, on a un diagnostic. Ok. En moteur et en sensitif. Est-ce qu'on fait une IRM cérébrale? Là, on est sur le diagnostic de ataxie proprioceptive. Hein. Pas vraiment. Est-ce qu'on fait un dosage des vitamines? Ouais. Des anticorps antineuronaux? On peut faire. Comment? Bah, il n'y a pas écrit 3 premiers. Honnêtement, je sais plus ce qu'elle a mis, hein, mais on va tout commenter. Les 3 examens, on peut techniquement, enfin on peut, mais c'est pas le premier auquel on pense. Sauf sur le subaigu. Et PES, potentiel évoqué somesthésique, ça c'est quoi? Sensibilité, mais plutôt la conduction centrale. Donc la voie lemniscale, donc la même voie, mais ça va de la périphérie jusqu'au cortex, jusqu'à l'intégration corticale du potentiel somesthésique. Donc c'est plutôt pour évaluer les voies coordonales postérieures, les PES. On le fait souvent dans les myélopathies. Est-ce que oui ou non il y a une atteinte fonctionnelle, hein, physiologique? Est-ce que oui ou non il faut opérer une myélopathie cérébrale-arthrosique par exemple? Donc on nous a mis ça, voilà, EMG, vitamines et anticorps antineuronaux. On cherchera principalement les anti-HU. Ouais. Parce que c'est une polyneuropathie et l'alcool donne une polyneuropathie axonale, comme le diabète, comme... Oui. Et même dans le HU, c'est axonal, c'est une neuropathie grave. Comment? Alors oui, mais pourquoi tu voudrais parler de MAG là? Alors effectivement, ça donne une ataxie, ça donne même plutôt un tremblement aussi associé, oui. Et bah, en fait, les anti-MAG, alors on peut avoir sur des gros Waldenstrom, mais les anti-MAG, c'est souvent une IgM qui, sur le plan hémato, ne pose aucun problème, mais qui a une activité anti-MAG. Et on les traite sur la neuropathie, on les traite pas du tout sur le Waldenstrom. C'est plus fréquemment comme ça d'ailleurs. Et effectivement, le pattern anti-MAG de l'EMG, qui en fait ne représente pas la majorité des patients du tout, c'est plutôt classiquement une démyélisation distale. Donc une augmentation de l'intensité, une dispersion du potentiel. La vitesse, elle peut être réduite, mais c'est pas le pire. C'est vraiment distal. Donc ça se passe tout en bas, tout en bas, tout en bas. Pas sur la vitesse tronculaire. On a des IgM anti-MAG. Vous n'allez pas savoir beaucoup plus. Mais la clinique, c'est effectivement une ataxie. Premier plan. Un petit tremblement d'attitude. Et pas forcément une intervention de l'état général du tout. Et par contre, une polyneuropathie démyélinisante, ça existe. Hein. Voilà, plutôt longueur dépendant, très homogène. Ça évoque quoi? Très homogène, très chronique. Très chronique. Alors, quand on dit chronique, on dit plus Guillain-Barré. Voilà, un CMT. Voilà, les CMT1, les CMT1A principalement sont démyélinisants. Régulation PMP22. Voilà, ça oui. Mais c'est pas du tout l'histoire. Et c'est plutôt l'enfance. Oh bah il y a des CMT d'âge tardif, mais c'est plus souvent dans l'enfance. Vous voulez dire d'autres choses? CMT Charcot-Marie-Tooth. T-O-O-T-H. Pas la maladie de Charcot, c'est pas pareil. Hein. Faites attention quand on dit, en vrai, hein, faites attention avec les patients quand vous dites ça. Hein. Hop. On confirme la polyneuropathie longueur dépendante d'origine alcoolique.
Bon, là, moi, je vous le dis juste, je suis pas trop d'accord. Il n'y a pas de. En 2 mois, on ne step pas sur une polyneuropathie alcoolique. Quel traitement on propose? Un sevrage en alcool. Oui, une supplémentation en vitamine B1. Oui, en vitamine B6. Ouais, une corticothérapie. Non. Et en B12. Ouais. Oui, sevrage en alcool, vous dites, c'est évident, tout le monde va mettre ça. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec Fanny, quand on est là pour vous former aussi à être toubib et pas qu'à être des répondeurs d'internat. Donc, si c'est pas discriminant, au moins vous l'aurez en tête. Il faut faire le sevrage alcoolique. Comme le sevrage tabagique. Sinon, si vous ne demandez pas. Voilà. Devant un patient qui fume, la première question qu'on demande, c'est quoi? Ouais, mais ça, bon, tu peux le demander après. Ouais, ouais, voilà. Est-ce que vous avez arrêté? Et vraiment, c'est la première. Et après, s'il vous dit non, commencez pas à dire, mais vous savez, c'est pas bon pour la santé. Alors, ensuite, le patient refuse d'envisager un sevrage alcoolique, il est perdu de vue. Il revient aux urgences 6 mois plus tard pour une aggravation de trouble de l'équilibre depuis 10 jours, donc subaigu. Forme confusionnelle. Ah. Il chute régulièrement depuis 6 jours, des propos de plus en plus incohérents. Cliniquement, on a une aggravation de trouble de l'équilibre. Bon, ok, forme confusionnelle, ok, merci, on le savait. Et il a une tension normale, une glycémie normale, une fréquence cardiaque normale. Ok. Qu'est-ce qu'on doit éliminer en urgence? Donc confusion. Comment? Oui. Je penserais pas à ça en plus parce que ça donne pas vraiment trouble de l'équilibre des jambes très minces. La confusion, oui. Mais non. Alcoolique, confusion, trouble de l'équilibre. Syndrome cérébelleux. Si vous savez. Voilà. De Gaillet-Wernicke. Voilà. Très bien. Oh non, je suis pas d'accord avec ça moi. Ouais, elle a mis hématosudurale, mais bon, je suis pas d'accord. Bah, en fait, c'est pas ce qu'on doit éliminer en urgence parce que c'est Gaillet-Wernicke, c'est un diagnostic clinique. Il n'y a pas une question de chute, mais bon. Ah, il chute. Ah oui, bon, c'est pour ça. Bon, il chute. Sur les chutes, c'est vrai qu'un alcoolique qui chute, il faut lui faire un scan, c'est sûr. Bon, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe aux chutes, pardon. L'adage, c'est qu'un alcoolique, enfin, un consommateur chronique d'alcool qui chute, fait plus facilement des sous-duraux. Néanmoins, un sous-dural qui aggrave le taux d'équilibre et c'est pas ça la clinique, un sous-dural. Hein. Bon, confusion, oui. Confusion, oui, mais c'est pas du tout ça la clinique. Bon, si vous voulez, mais bon, les verniqués quoi. Bon, le scan est normal, ok. Atrophie cérébelleuse. C'est plutôt le gaillet ou c'est plutôt quoi l'atrophie cérébelleuse là? C'est plutôt la consommation chronique d'alcool. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un gaillet verniqué. Hein. Gaillet verniqué, ça donne rarement des images dans le cervelet strictement. Sa femme qui a compris, on lui explique qu'il a enfin accepté de stopper sa consommation d'alcool, mais qu'il a perdu votre ordonnance. Donc, il ne prend pas ses vitamines. Ok. Diagnostic, on l'a dit, Gaillet-Wernicke. Qu'est-ce qui manque pour la triade du Gaillet-Wernicke? Nystagmus, il rentre plus, mais c'est pas loin, hein. Il rentre plus dans le syndrome cérébelleux. On peut avoir une ophtalmoplégie, trouble oculomoteur. Mais bon, on peut avoir c'est une triade, un trouble oculomoteur, syndrome cérébelleux, confusion. On peut avoir seulement un de ceux-là. Est-ce qu'on parle du Gaillet-Wernicke après? Oui. C'est quoi le Gaillet-Wernicke alors? C'est cette triade-là. C'est dû à quoi? Triade, donc trouble oculomoteur, confusion, syndrome cérébelleux. Ataxie. C'est dû à quoi? Un manque de. Voilà, une carence en B1, très bien, dont l'étiologie principale est l'alcoolisme, mais pas du tout uniquement. Voilà. Une patiente anorexique ou des dénutritions sévères, on peut avoir un Gaillet-Wernicke. Ok. On a dit la clinique, le traitement, on l'a dit, les causes, on l'a dit. Diagnostic et clinique et radiologie, qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM? Ça, ce sont des signes plutôt chroniques. Donc, quelqu'un qui est dénutri et qui en 2 mois fait un Gaillet-Wernicke, tu ne verras pas d'atrophie cérébelleuse. On voit des hypersignaux, flares, des corps mammillaires, très bien. Des régions périventriculaires, 3e ventricule, périaqueducale, éventuellement cérébelleuse. Si c'est pas traité, ça peut évoluer vers un syndrome de Korsakoff, qui est une atteinte. Oui, mais ça se passe comment? C'est une atteinte nécrotique des corps mammillaires,
qui font partie du circuit de Papez, et donc la clinique qui restera sera une amnésie antérograde. Très bien. Voilà. Oui, vous allez voir marqué hypertonie oppositionnelle. Honnêtement, moi j'ai mon idée, hein, mais j'ai fait le tour. Personne ne sait ce que ça veut dire. Hein. À mon avis, pour moi, c'est la confusion et surtout l'hypertonie paradoxale. Il est cérébelleux, on s'attend à ce qu'il soit hypotonique, il est hypertonique. Sur la confusion, l'agitation. J'en fais pas une autre extrapyramidale, il n'y a pas de note extrapyramidale. Bon, ni spastique. Honnêtement, tu demandes à n'importe quel horologe, il savait dire oppositionner, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est noté dans les bouquins. Ok, on a tout dit. Ok, quelle présentation en urgence? Donc vitamine, B1, B6, PP. Oui, bon, c'est surtout B1. Hein, mais, aspirine. Non, pourquoi? Oh non, 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 c'est pour ça. Si c'est indiqué, après tu te poses la question d'une contre-indication, certes. Mais d'abord, avant de dire est-ce que c'est contre-indiqué ou pas, il faut dire si c'est indiqué. Est-ce que c'est indiqué? Non. Bon, première question. Hein. Et pourquoi? Parce que? Oui, mais dans quel contexte on le met? Et du coup, pourquoi c'est pas ce contexte? Dans un AVC. Et pourquoi c'est pas un AVC? Non, parce que c'est progressif. Tu peux très bien avoir une confusion, un centre cérébelleux sur un AVC si c'est brutal. Un hématome cérébellé avec une hypertension intracrânienne, tu peux être confus cérébelleux. Mais là, c'est progressif, donc non. Du sérum glucosé. Pourquoi? Pourquoi? Non. Oui, mais pourquoi? Oui, donc vous dites tous pareil, hein, mais pourquoi? C'est ça, voilà, ça consomme le B1. Par le cycle de Krebs, ça consomme le B1. Donc ça peut aggraver, oui, tout à fait. Mais par la consommation du B1. Et hospitalisation, oui. Ok. Voilà. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'alcool donne, et pas que ça du tout, hein, l'alcool donne aussi des troubles cognitifs. C'est d'ailleurs la première cause de démence en France, quasi, maintenant. Atrophie cérébelleuse avec ataxie cérébelleuse, atrophie du vermis et des hémisphères cérébelleux quand même, et polyneuropathie longueur dépendante, qui n'est pas STEPA en 2 mois, hein, ne retenez pas ça. Ça donne aussi des myopathies, ça donne aussi des myélopathies, ça donne plein de trucs, hein, l'alcool. Ok, dossier